Duemolt. Le téléphone sécurisé vibra dans l'obscurité à 4h03 précises. À cet instant, nul ne pouvait encore mesurer l'onde de choc qui allait traverser les capitales européennes dans les 3 jours suivants. Nul n'imaginait que cette conversation redessinerait les lignes invisibles du pouvoir entre Paris et Moscou pour les années à venir. Monsieur le ministre. Duemolt. Le téléphone sécurisé vibra dans l'obscurité à 4h03 précises. À cet instant, nul ne pouvait encore mesurer l'onde de choc qui allait traverser les capitales européennes dans les 3 jours suivants. Nul n'imaginait que cette conversation redessinerait les lignes invisibles du pouvoir entre Paris et Moscou pour les années à venir. Monsieur le ministre. La voix du général Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, était tendue, presque inhabituellement grave. Nous avons intercepté un message du Kremlin. Le président russe doit s'exprimer dans moins de 2 heures. Vous êtes directement visé. Le cornu resta silencieux, immobile, ses doigts frappant lentement la surface du bureau en chaîne. Un réflexe nerveux que seuls ses plus proches collaborateurs savaient interpréter. Le contenu est explicite. Des menaces personnelles et des accusations contre la France concernant son soutien militaire à l'Ukraine. Quelques minutes plus tard, à Moscou, Vladimir Poutine apparaissait sur les écrans, costume sombre, regard glacial, incarnant cette autorité façonnée par un quart de siècle de pouvoir. Pourtant, ce matin-là, une nuance nouvelle traversait sa voix, une tension contenue, presque imperceptible. La France, commença-t-il en russe. Son débit était volontairement mesuré, chaque mot pesé. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, semble croire qu'il peut défier la Russie sans conséquence. Il marqua une pause, calculée, presque théâtrale. Ils livrent des armes à Kiev. Ils entraînent des soldats ukrainiens. Ils pensent que la distance les protège. Puis la menace tomba, nette, sans détour. Je le dis clairement, la Russie n'oublie rien. Chaque livraison, chaque missile, chaque soutien financier sera comptabilisé. La France s'engage dans un jeu dangereux, extrêmement dangereux. En quelques minutes, les centres d'analyse du monde entier se mirent en alerte. Il était rare, presque inédit, que Poutine désigne nommément un responsable étranger. Ce n'était pas un hasard, c'était un signal. À Paris, l'Élysée déclencha immédiatement une réunion de crise. Autour de la table, Emmanuel Macron, Lecornu, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna et les chefs des services de renseignement. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable. « Il cherche à t'isoler », déclara Macron en fixant son ministre, « à te présenter comme celui qui met la France en danger. C'est une méthode classique héritée du KGB. » Lecornu acquiesça lentement. « Je le sais, mais il a fait une erreur. Il m'a sous-estimé. Il pense que je vais reculer, m'excuser, ralentir notre soutien à l'Ukraine. Il se trompe. » Catherine Colonna intervint, prudente. « Sébastien, une escalade verbale avec Poutine peut entraîner des conséquences sérieuses. Cyberattaque, campagne de désinformation, provocation militaire. Il a de nombreux leviers. » Lecornu se leva sans répondre immédiatement et se dirigea vers la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Son regard se fixa sur l'Ukraine, marquée par des années de guerre. « Catherine, avec tout le respect que je vous dois, c'est précisément cette peur qui lui a permis d'avancer. Géorgie en 2008, peur. Crimée en 2014, peur. Donbass, encore la peur. Et aujourd'hui, toute l'Ukraine. À quel moment décide-t-on d'arrêter ?» Le silence s'abattit sur la pièce. Macron observait son ministre, partagé entre admiration et inquiétude. Il le connaissait suffisamment pour comprendre une chose essentielle. Lorsqu'il adoptait ce ton, cette posture, aucune pression ne pourrait le faire reculer. « Quelle est ta réponse ?» demanda le président, le regard fixé, attendant plus qu'une simple analyse, une décision. Celle-ci tomba sans détour, sans précaution diplomatique. « Nous avons engagé 3 milliards d'euros d'aide militaire. Je propose de porter ce chiffre à 6 milliards et de l'annoncer publiquement sous 48 heures. » La réaction fut immédiate. Un conseiller laissa échapper un souffle incrédule. « C'est impossible. Le budget ne suivra jamais. »
Le cornu ne sia pas. Si, j'ai passé la nuit à vérifier chaque ligne. Nous mobilisons les revenus des avoirs russes gelés, nous accélérons la cession de matériel ancien destiné à être remplacé et nous relançons la production nationale. Ce n'est pas seulement soutenable, c'est stratégique. Dans son esprit, ce n'était pas une dépense, mais un signal. Un message calculé, destiné à être entendu bien au-delà de Moscou. Macron resta quelques secondes silencieux, les mains jointes devant son visage. C'est un pari dangereux. C'est un passage obligé, répondit le cornu sans hésiter. Poutine nous croit divisés, hésitants. Il pense que la peur suffit. Il faut lui prouver le contraire, concrètement. Le président finit par acquiescer. Très bien, mais tu prends tout en main. Zéro fuite, une préparation irréprochable. Et le jour venu, aucune faille. Les heures qui suivirent furent d'une intensité extrême. Le cornu entra dans ce que ses équipes appelaient son mode guerre. Concentration totale, contrôle direct, aucune délégation. Il coordonnait tout, les listes d'équipements, les circuits de financement, la mécanique médiatique. À 23h30, la veille de l'annonce, son téléphone sonna. Bruno Le Maire. Dis-moi que ce n'est qu'une rumeur. Tu sais que je ne peux pas répondre. Ce n'est pas une opération, c'est un affront public à Poutine. Tu sais ce que ça implique. Un silence, puis une réponse calme, presque posée. Tu m'as appris une chose, Bruno. Il y a ceux qui parlent de principes et ceux qui les défendent. Le lendemain matin, la salle était pleine, tendue, presque suspendue. Diplomates, journalistes, observateurs internationaux, tous avaient compris qu'un moment décisif approchait. Le cornu monta à la tribune sans notes, sans assistance, seul face à l'instant. « Mesdames et messieurs », sa voix résonna, claire, maîtrisée. « Il y a 2 jours, le président russe a prononcé mon nom. Il a menacé la France. Il m'a menacé personnellement. Je suis ici pour répondre. » Un léger mouvement parcourut la salle. L'adresse directe à Poutine, publique, assumée, était sans précédent. L'attention était totale. Monsieur Poutine croit que la menace est une arme efficace, qu'elle paralyse, qu'elle fait reculer. Il marqua une pause, laissant le silence amplifier ses mots. Il se trompe. Chaque pression exercée par la Russie ne fera que renforcer notre engagement. Puis vint l'annonce. La France double son aide militaire à l'Ukraine, de 3 à 6 milliards d'euros. Un choc. Des murmures, des regards échangés, une tension palpable. Cette aide comprendra des centaines de systèmes d'artillerie, des milliers de munitions, des drones, des missiles de précision, des capacités de défense aérienne, des véhicules blindés et la formation continue de soldats ukrainiens sur notre territoire. Ce n'était plus une déclaration, c'était une démonstration de force. Le ministre prit une courte inspiration, porta le verre à ses lèvres, puis reprit, sa voix désormais plus tranchante, presque implacable. « Monsieur Poutine, vous affirmez que la Russie n'oublie jamais. Permettez-moi de vous rappeler que la mémoire n'est pas un monopole. La France, elle aussi, se souvient. » Il laissa planer un instant. « Nous nous souvenons de 1812, lorsque votre peuple a résisté à l'invasion, non par choix, mais par nécessité. Nous nous souvenons de 1914, lorsque nos nations combattaient côte à côte. Nous nous souvenons de 1944, lorsque les soldats soviétiques ont contribué à briser le nazisme. » Puis son regard se durcit. « Mais nous nous souvenons aussi des chars à Budapest, des interventions imposées, des silences forcés. » Dans la salle, plus un bruit. Les stylos s'étaient arrêtés. L'instant dépassait la simple politique. C'était un affrontement de récits, de mémoire, de légitimité. « Vous pensez qu'en ciblant un ministre français, vous allez semer la peur ?» reprit-il en se rapprochant légèrement des micros. « Vous vous trompez. Chaque menace que vous formulez deviendra une réponse concrète. Chaque tentative d'intimidation renforcera notre engagement. » Il marqua chaque mot. La France ne reculera pas. Pas d'un centime, pas d'un euro, pas d'une livraison. Puis il enfonça le clou. Vous voulez un rapport de force?
Regardez-le. Notre industrie de défense tourne à plein régime. Nous produisons plus que ce que nous utilisons. Nos chaînes fonctionnent jour et nuit. C'est cela, la nouvelle réalité européenne, et elle ne fait que commencer. Alors, comprenez bien ceci. En nous menaçant, vous n'avez rien d'affaibli. Vous avez renforcé ce que vous vouliez briser. Il se redressa, conclut sans attendre, puis quitta la tribune sans répondre aux questions qui jaillissaient déjà. Le choc était immédiat. En quelques minutes, les images faisaient le tour du monde. Les titres s'enchaînaient, tranchants, presque incrédules. Paris défie Moscou. Un ministre français répond frontalement au Kremlin. La formule se répandait déjà. Chaque menace devient plus d'armes. Mais au-delà des réactions médiatiques, une question dominait toutes les autres. Quelle serait la réponse de Moscou? Elle arriva rapidement. Quelques heures plus tard, Dmitri Peskov apparut devant la presse, le visage fermé. Les propos du ministre français sont irresponsables et provocateurs. Le ton se voulait ferme, mais quelque chose avait changé. Une retenue inhabituelle, presque une prudence. Les analystes ne s'y trompèrent pas. Le rapport de force venait de se déplacer. Ce n'était plus une démonstration de puissance, mais une tentative de contrôle. Pour la première fois, Moscou semblait réagir plutôt qu'anticiper. À Paris, les heures suivantes furent scrutées avec une attention extrême. Les services surveillaient chaque signal. Aucune cyberattaque majeure, aucun mouvement militaire anormal. Une désinformation contenue, presque timide. « Il hésite », résuma le général lors d'un briefing restreint. « Tu l'as forcé dans une position qu'il n'avait pas prévue. S'il répond, il te donne raison. S'il se tait, il perd en crédibilité. Mais l'effet le plus marquant vint d'ailleurs. En quelques heures, Berlin annonça une hausse significative de son aide. Varsovie suivit. Londres, puis d'autres capitales. En quelques jours, l'élan était lancé. Ce qui devait isoler Paris avait produit l'effet inverse. À Kiev, la réaction fut immédiate. Le président ukrainien salua publiquement la décision française, évoquant un acte de courage qui dépassait les frontières nationales. En Europe, le débat s'enflamma. Certains dénonçaient une escalade inutile, d'autres y voyaient une rupture nécessaire. À l'Élysée, les avis divergeaient, mais Macron trancha sans ambiguïté. Lors d'une prise de parole inattendue, il affirma « C'est exactement ce que l'on attend d'un ministre des Armées, défendre nos intérêts, sans céder à la pression. » Le message était clair. La ligne était assumée et elle serait maintenue. Quelques semaines plus tard, les premiers convois prenaient la route vers l'Ukraine. Du matériel neuf, des équipements modernisés, une logistique accélérée. Sur place, les soldats accueillaient ces livraisons comme un tournant. Une image circula rapidement. Sur un blindé, une inscription peinte à la hâte. Un message simple, presque ironique. Elle fit le tour des réseaux en quelques heures. À Paris, le Cornu observait ces images en silence. Lorsqu'on l'interrogea, il répondit simplement « Il pensait que la menace suffirait. Il n'avait pas compris que la vraie question n'était pas la peur, mais ce que nous sommes prêts à faire malgré elle. » Quelques mois plus tard, lors d'un sommet discret à Bruxelles, un échange inattendu révéla l'ampleur du basculement en cours. À huis clos, un diplomate russe évoqua avec amertume le problème Le Cornu, accusant Paris de compromettre toute tentative de dialogue avec Moscou. La réponse ne tarda pas. Le représentant allemand, sans détour, déclara « Ce n'est pas un problème, c'est un exemple. Il incarne la manière dont l'Europe doit répondre à vos pressions. » À partir de cet instant, la perception changea définitivement. Le Cornu n'était plus simplement un ministre national. Il devenait une référence, un symbole. À Moscou, le ton évolua lui aussi. Les sarcasmes disparurent, remplacés par une forme de respect contraint. Dans certaines réunions internes, des voix reconnaissaient même une erreur stratégique. Avoir transformé un adversaire en figure de résistance en le visant directement. Sur le terrain, les conséquences se firent rapidement sentir. Lors d'une offensive majeure dans le sud de l'Ukraine, les équipements fournis par la France jouèrent un rôle déterminant. Leur efficacité, leur mobilité, leur précision donnaient un avantage tangible aux forces ukrainiennes. Chaque avancée semblait confirmer une idée simple. La fermeté pouvait produire des résultats concrets. Les analystes commencèrent à parler d'un phénomène nouveau, une dynamique où la réponse immédiate aux menaces renforçait l'unité occidentale au lieu de la fragiliser.
Le Cornu, lui, poursuivait son travail sans relâche. Mais désormais, ses homologues européens le sollicitaient régulièrement. Tous posaient la même question. Comment tenir face à la pression sans provoquer l'escalade? Et la réponse restait constante. Agir vite, agir clairement, agir concrètement. En parallèle, l'industrie de défense française entrait dans une phase d'expansion sans précédent. Les commandes affluaient de toute l'Europe. Les États baltes, la Pologne, la Finlande, tous cherchaient à renforcer leurs capacités. Et derrière chaque contrat, une même logique. La confiance dans un pays qui avait prouvé sa volonté d'agir. Lorsque Le Cornu accéda aux plus hautes fonctions exécutives, la réaction de Moscou fut révélatrice. Aucun excès de langage, aucune menace. Simplement une prise de note officielle, froide, presque distante. Le message implicite était clair. Le rapport avait changé. Ce n'était plus un interlocuteur à tester, mais un acteur à prendre au sérieux. Dans les écoles militaires et les centres de formation stratégique, cet épisode devint rapidement un cas d'étude. Les stagiaires analysaient chaque décision, chaque mot, chaque conséquence. Une conclusion s'imposait peu à peu. Face à une stratégie d'intimidation, la retenue n'est pas toujours synonyme de stabilité. Parfois, seule une réponse ferme permet de rétablir l'équilibre. Le calcul initial de Moscou reposait sur une hypothèse simple. L'Occident éviterait à tout prix la confrontation. Mais cette hypothèse venait d'être remise en cause par un facteur inattendu. Une volonté politique assumée, libérée des réflexes de prudence excessive. Avec le recul, les observateurs identifièrent un moment charnière. Non pas une bataille, ni une décision isolée, mais un basculement psychologique. Le passage d'une posture défensive à une logique de dissuasion assumée. Ce moment portait un message simple, presque brut. Chaque pression peut être retournée. Chaque tentative d'intimidation peut produire l'effet inverse. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Là où certains attendaient une fracture, une dynamique collective est apparue. Là où l'on anticipait un recul, une affirmation s'est imposée. Dans les semaines qui suivirent, des milliers de messages affluèrent vers Paris. Des citoyens anonymes, venus de toute l'Europe, exprimaient un même sentiment, celui d'avoir assisté à quelque chose de rare. Certains évoquaient leur propre histoire, leur mémoire des tensions passées, leur inquiétude face à l'avenir. D'autres remerciaient simplement d'avoir brisé un silence qu'ils jugeaient trop long. Dans son bureau, Le Cornu prenait le temps d'en lire quelques-uns chaque jour. Pour lui, ces voix n'étaient pas anecdotiques. Elles rappelaient que derrière les décisions stratégiques, il y avait une attente, presque une exigence, celle de ne pas céder. Mais l'élan qu'il avait déclenché ne faisait pas l'unanimité. À Paris, dans certains cercles feutrés, les critiques se faisaient entendre avec une insistance croissante. Il prend des risques inconsidérés, confiait à voix basse un ancien diplomate lors d'un dîner privé. On ne provoque pas une puissance nucléaire sans conséquence. Dans plusieurs tribunes, le débat s'enflammait. Fallait-il admirer sa fermeté ou redouter ses effets? Certains éditorialistes évoquaient une rupture dangereuse avec les traditions diplomatiques françaises, craignant que cette ligne ne ferme définitivement les canaux de discussion avec Moscou. L'accusation revenait souvent, presque comme un refrain. Trop direct, trop frontal, trop imprévisible. Le Cornu, lui, ne cherchait pas à éviter ces critiques. Il les écoutait, les analysait, puis y répondait sans détour. Lors d'un entretien radiophonique, il posa calmement la question. Qui a franchi la ligne en premier? Il rappela que la menace initiale venait de Moscou, publique, assumée. On me parle d'escalade, mais refuser l'intimidation n'est pas escalader, c'est tenir. Puis, avec une fermeté mesurée, se taire face à la pression n'est pas de la prudence, c'est un abandon. Ces mots résonnèrent au-delà des plateaux médiatiques. Dans l'opinion, une majorité semblait partager cette lecture. La fermeté n'était pas perçue comme une dérive, mais comme une nécessité. En Europe, ce débat produisit un effet inattendu. Progressivement, les discours évoluèrent. Là où dominaient autrefois les formulations prudentes, un ton plus affirmé apparaissait. À Berlin, lors d'une conférence stratégique, un haut responsable allemand reconnut publiquement que la réponse française avait modifié les repères. « Il est possible d'être ferme sans chercher la confrontation », déclara-t-il.
À Varsovie, l'accueil réservé à Le Cornu dépassa toute attente. Sur les places publiques, Des foules s'étaient rassemblées, brandissant des drapeaux mêlés, saluant non seulement un homme, mais une posture. Pour un instant, les équilibres habituels semblaient suspendus. Puis vint l'épreuve la plus sérieuse. Presque 2 ans après les premières tensions, une cyberattaque d'une ampleur inédite frappa les infrastructures françaises. Réseaux électriques perturbés, systèmes hospitaliers ciblés, transports désorganisés. L'attaque était méthodique, sophistiquée, et son origine ne faisait guère de doute. À l'Élysée, une cellule de crise fut immédiatement activée. Les premiers bilans montraient une résistance efficace, mais des failles subsistaient. Certains attendaient un infléchissement, une reconnaissance implicite que la ligne dure avait un coût. Mais Le Cornu refusa cette lecture. « C'est exactement le piège », déclara-t-il. « Faire croire que la fermeté provoque l'agression alors qu'elle ne fait que la révéler. » Il poursuivit, regard tourné vers la capitale. Cette attaque aurait eu lieu dans tous les cas. La différence, c'est que maintenant, personne ne peut prétendre ignorer sa nature. À la question de la riposte, il répondit sans hésiter. Renforcer, coordonner, mutualiser. Lancer une réponse européenne, visible, assumée. Transformer l'attaque en accélérateur. L'idée s'imposa rapidement. Il ne s'agissait plus de réagir ponctuellement, mais de construire un système résilient. Dans les jours suivants, plusieurs pays signalèrent des tentatives similaires. Mais grâce aux échanges d'informations, la plupart furent neutralisés. Ce qui avait été conçu comme une démonstration de vulnérabilité se transforma en catalyseur d'intégration. Peu après, un événement inattendu apporta un éclairage nouveau. Un ancien haut responsable militaire russe fit défection et livra un témoignage détaillé. Il révéla que la décision initiale de cibler Le Cornu avait fait débat au sommet de l'État russe. Certains conseillers avaient mis en garde contre le risque d'une réaction inverse. Mais l'hypothèse dominante restait que l'Europe reculerait. Il pensait que la pression suffirait, expliqua-t-il. Il n'avait pas anticipé une réponse aussi directe. Cette erreur d'appréciation, ajouta-t-il, avait progressivement affaibli la position stratégique de Moscou. Quelques mois plus tard, lors d'un échange confidentiel, Macron et Le Cornu évoquèrent les conséquences de cette séquence. « Tout déclenche désormais une réaction », observa le président. « La question n'est plus d'éviter, mais de maîtriser. » Le Cornu acquiesça. « Le contexte a changé. Nous ne sommes plus dans l'ambiguïté. » Cette lucidité nouvelle marquait une rupture. Elle se traduisit rapidement sur la scène internationale. Les partenaires occidentaux saluèrent une ligne claire, cohérente, assumée. À Moscou, en revanche, la réponse resta minimale, presque distante. Un simple constat officiel. 3 mots, rien de plus. Mais derrière cette sobriété, un message implicite. La dynamique avait changé, et avec elle, les règles du jeu. Dans les institutions de formation stratégique, cet épisode devint une référence. On y enseignait désormais une idée centrale. La dissuasion ne repose pas seulement sur les capacités, mais sur la crédibilité de la volonté. Lors d'une conférence, Le Cornu formula lui-même ce principe. Les limites ne sont respectées que lorsqu'elles sont clairement posées. Interrogé sur le risque d'escalade, il reconnut sans détour la part de doute, la réalité de la peur. Mais l'inaction comporte un risque plus grand encore. L'histoire, rappela-t-il, regorge d'exemples où l'hésitation a ouvert la voie à des crises plus graves. Dans certaines analyses internes, un constat revenait avec insistance. Cette approche avait introduit un facteur nouveau, difficile à anticiper. Une posture qui ne correspondait pas au schéma habituel, qui ne répondait ni à la pression, ni aux incitations classiques. Un acteur impossible à contraindre par les méthodes traditionnelles. Cette imprévisibilité relative devenait en elle-même un élément stratégique. Et c'est peut-être là que résidait le véritable changement. Dans la capacité à ne plus jouer selon des règles dictées par l'adversaire. Dans certaines notes internes circulant au sein des cercles stratégiques russes, une idée revenait avec insistance. L'émergence d'un profil inédit parmi les dirigeants occidentaux. Un responsable capable de briser le schéma attendu, de ne pas céder à la pression psychologique et surtout de transmettre cette posture à d'autres. Ce phénomène inquiétait Moscou bien plus que les décisions elles-mêmes. Car ce n'était pas seulement une politique qui évoluait, mais un état d'esprit.
Entre 2024 et 2025, les discours européens changèrent progressivement de tonalité. Les termes autrefois dominants, prudence, dialogue, désescalade, furent remplacés par d'autres, plus affirmés. Dissuasion, résilience, fermeté. Ce glissement lexical révélait une transformation plus profonde, et au cœur de cette dynamique se trouvait un exemple devenu référence. Pourtant, rien n'était figé. Le conflit se poursuivait, les tensions demeuraient élevées, et l'incertitude restait la seule constante. Mais un seuil avait été franchi. L'Europe ne réagissait plus de la même manière. Elle ne se contentait plus de subir les événements. Elle cherchait à les structurer. Une nouvelle approche s'imposait peu à peu. Refuser la fatalité du choix entre confrontation et renoncement. Entre les deux, un espace existait, celui d'une dissuasion assumée, fondée non sur la menace, mais sur la crédibilité d'une volonté collective. Dans ce contexte, certaines paroles prirent une résonance particulière. Lors de sa première déclaration de politique générale, Lecornu formula une ligne claire, presque doctrinale. La paix ne pouvait être acceptée que si elle restait compatible avec la liberté. Il ne s'agissait pas de rechercher le conflit, mais de refuser qu'il soit imposé par défaut. Cette distinction, simple en apparence, redéfinissait en réalité les termes du débat. Elle rappelait une évidence parfois oubliée. La stabilité durable ne repose pas uniquement sur l'absence de guerre, mais sur l'équilibre entre force et principe. Avec le recul, l'ironie de la situation apparaissait clairement. Ce qui avait été conçu comme une démonstration de pression s'était transformé en catalyseur. En cherchant à isoler un acteur, Moscou avait contribué à le placer au centre. En tentant d'imposer la peur, elle avait déclenché une réaction inverse. L'histoire